Moi, j'ai été proche de la vidéo, surtout dans les années 90, à partir de 88, je dirais. Ce qui m'a amené à la vidéo, c'est l'intérêt pour la création, je dirais. J'ai étudié en journalisme et je trouvais qu'au Québec, quand même, l'histoire du documentaire nous a amené à toucher et appréhender la vidéo comme un outil de communication extraordinaire. Donc, j'étais journaliste, moi, au Journal Voir, et je me disais, ah, mon Dieu, il me semble que j'irais plus loin. Enfin, j'aimerais connaître mieux le milieu de la production vidéo, parce que c'était à la fois informatif, mais aussi créatif. Donc, j'ai fini par travailler pour Zone Production, qui était la maison de production de François Girard, le cinéaste, et le producteur était Bruno Jobin. Et donc, ça a été une période très dynamique. J'ai commencé à travailler là en 89. Et donc, on a fait... Moi, j'étais pour Zone Production. Il y avait plusieurs compagnies apparentées. Une qui faisait des vidéoclips, qui était la plus grosse boîte de production de clips à l'époque, Public Caméra. Et Velvet Caméra faisait du long métrage. Donc, il y a eu des longs métrages produits de Gabriel Pelletier, le cinéaste, de François Girard, entre autres. Et Zone Production était donc la vidéo d'art. Et il y a eu les premiers vidéos d'art, justement, de François Girard. Mais moi, je me suis mis à produire également de l'installation vidéo. On a fait différentes expositions. Et en fait, à cette époque-là, c'était la fin des années 80, mais quand même, les gens connaissaient pas tellement la vidéo d'art, l'installation vidéo, encore moins la quoi? L'installation vidéo. Alors moi, j'étais productrice, je collaborais au développement de concepts également, et j'ai commencé à organiser des expositions, une d'ailleurs qui correspondait à l'ouverture de la Maison de la Culture Frontenac, qui s'appelait Album Magnétique. Et donc, il y avait la recherche de financement également, il y avait tout un langage, en fait, qui était en développement. Expliquer c'est quoi l'installation vidéo, en fait, c'était vraiment une forme en développement, ça c'est clair, mais c'était une recherche très proche quand même de l'art actuel. Alors, on était entre le cinéma et l'art actuel, et c'est un langage qui s'est développé. Pour l'exposition Album Magnétique, d'ailleurs, on avait développé des vidéodisques. C'était des disques interactifs. Ça se faisait pas au Québec encore. On avait fait un vidéobox. Je sais pas si tu te rappelles de ça, Judith. Mais donc, un vidéobox, on avait vraiment une conception de boîte en bois. Et ce qu'on avait matricé, c'était des courts-métrages, entre autres de Zone Production. Beaucoup de courts-métrages de François Girard, mais d'autres artistes également. Donc, il y avait Raymond Saint-Jean aussi qui réalisait pour la boîte de production. Donc, on a fait matricer tout ça. Je me rappelle, j'avais fait l'encodage moi-même, donc des temps. Je travaillais avec Chantal Neveu aussi à l'époque sur ce projet-là. Et on avait fait matricer aux États-Unis parce que ça se faisait pas au Québec. C'était à l'époque des gros disques, en fait. Et on avait donc développé une sorte d'interface pour l'époque, et c'était présenté dans le cadre de l'exposition Album Magnétique. Il y avait donc des installations en tant que telles, mais il y avait un vidéobox qui donnait accès par choix là, à différents courts-métrages et vidéos d'art. Donc, c'est vraiment avant l'ère du numérique, ça c'est très évident, là. Et moi, en fait, j'ai vraiment développé une passion pour ce langage-là, pour les arts médiatiques aussi en général, et j'ai commencé à réaliser des documentaires sur la vidéo, mais je dirais surtout sur les arts médiatiques et même technologiques. Là, il y a les termes, en fait, il y a comme une évolution dans la terminologie qui est quand même assez intéressante. Alors, j'ai travaillé après pour des centres d'artistes, donc plus près de l'art actuel. Mais ensuite, j'ai travaillé aussi pour la Société des arts technologiques et pour le Festival du Nouveau Cinéma. Après, même pour le Festival HTML du Studio XX. Mais donc, moi, je suis vraiment passée de la vidéo d'art, de mon intérêt pour le documentaire, même, je dirais, documentaire création, aux nouveaux médias. Donc, c'est vraiment un langage de communication qui suit les années 90 et jusqu'à 2009. Donc, au Festival du Nouveau Cinéma, j'étais programmatrice en nouveaux médias. Mais comme c'est un festival également de vidéo et de cinéma, on avait quand même toujours l'intérêt moi, je faisais la sélection des œuvres en nouveaux médias. Il y avait quand même l'intérêt d'un lien avec le langage cinématographique, je dirais. Donc, d'essayer de voir vers quoi vont les nouveaux médias quand il y a le désir d'un auteur de raconter une histoire et de faire participer, en fait, le public.
Donc, on est vraiment dans les narrations interactives, autant sur le web que par des installations interactives, en fait. Et c'est sûr que c'est très intéressant. Et le festival est quand même d'avant-garde. Il l'était beaucoup à cette époque-là parce qu'il y avait un désir dans les années 90, justement, de faire un lien entre le cinéma et les nouveaux médias. Donc, on a fait à la fois des expositions, des différentes programmations, en fait. Alors, on a produit également une exposition qui s'appelait À 1000 lieues, dans le cadre des fêtes du 350e anniversaire de Montréal. D'ailleurs, on a ici derrière nous le silo numéro 5, dans le Vieux-Port de Montréal. Il y a eu une belle œuvre, le xylophone, réalisé par The User, d'ailleurs, dans ce silo, qui divise les opinions, en fait, à Montréal. Doit-on le garder ou non? Enfin, ben, l'intervention de The User était fort intéressante. Donc, c'était dans le cadre des fêtes du 350e anniversaire de Montréal. Et c'est une exposition au Marché Bon Secours qui réouvrait pour l'occasion. Donc, ça a été un projet avec une dizaine d'installations vidéo. C'est en 92, donc c'est quand même un peu avant l'ère des nouveaux médias. Et les installations étaient pas très interactives, mais bon, on avait un peu d'interaction. Il y avait des œuvres de Michel Lemieux, François Girard, Suzanne Giroux, Miguel Raymond a collaboré également, Catherine Iberovskaya, Johanna Kutkowska, il y avait d'autres artistes également. Donc, on a fait une installation pendant tout l'été, grand public, et on a eu des commentaires assez intéressants parce que c'était surprenant quand même dans le contexte. Mais dans le cadre de ce projet-là, il y a eu un documentaire réalisé par Luc Bourdon également, qui est acheté par les cégeps, par les universités. Mais c'était un peu... C'était un peu quand même le désir de parler des territoires de Montréal. C'est pour ça qu'on a appelé ça À 1000 lieues, lieu avec un X. Et on avait divisé les segments, en fait, par territoire, le territoire intérieur, le territoire de la mémoire. Enfin, il y avait différents genres de territoires. Alors, ça a été une exposition fort passionnante à monter, je dirais, qui a été aussi développée avec beaucoup de... il y avait beaucoup de discussions à y avoir parce qu'en fait, c'est pas nécessairement grand public l'installation en tant que telle, mais quand on utilise la vidéo, ça commence déjà à intéresser un peu plus. On se rapproche quand même d'une forme télévisuelle, là, dans un sens. Alors, pour ça, je pense que le public a été assez fasciné de découvrir d'autres façons d'utiliser la télévision, parce qu'on parle quand même d'un grand public dans le cadre des fêtes du 350e anniversaire de Montréal. Alors, ça a été une belle aventure. Oh, François Girard est un grand artiste, ça c'est évident. Je pense qu'au début, sa sensibilité musicale également, parce que c'est un musicien, François, et les vidéos qu'il faisait étaient sans parole la plupart du temps, très inspirées et très en lien avec la musique qu'il choisissait ou qu'il commandait justement spécifiquement pour ses projets. Et je pense qu'il y a un rythme cinématographique, François, qui correspond à un rythme musical qui est très, très fascinant. Je crois que ça aide beaucoup parce qu'en fait, quand on parle de vidéo, on parle beaucoup de montage également. Et c'est évident qu'il y a un mouvement dans le montage qu'il faut avoir. Et quand on travaille sans parole, mais avec la musique, il y a une sonorité vidéographique, je dirais, très, très particulière et très fine chez François Girard. Donc, je pense qu'il y a de ça, premièrement, dans ses premières créations vidéo. Et ça l'a amené à développer un art vraiment très précis, là, je dirais. Mais également, François est un être qui s'entoure bien. C'est vrai, qui s'entoure bien, qui a fondé des compagnies. Il commençait là, à réaliser et à produire. Il a travaillé beaucoup au début, effectivement, avec Bruno Jobin. Maintenant, il travaille avec, évidemment, des équipes même étrangères. Là. Mais je pense que c'est une multitude de facteurs qui font qu'on réussit à continuer, qu'on persévère. Dans le cas de François, c'est un langage qu'il a développé qui est très, très... à la fois esthétique et poétique, là, je dirais, qui lui est très personnel.
Donc, c'est un artiste qui est évidemment assez hors du commun quand même. Bien, il y a eu toute l'époque, justement, où les vidéastes, beaucoup par la distribution, le secteur de la distribution à vidéographe, justement, une époque où les vidéastes essayaient de percer le terrain de la télévision. Parce qu'il y avait comme une équation qui semblait évidente. Donc, il y a eu des gens comme Robert Morin, justement, Ségolène Roederer également, qui ont travaillé pour faire entrer les artistes dans la télévision. Parce que c'était un médium naturel, évidemment, pour les canaux de diffusion. Mais, évidemment, il s'est avéré que oui, c'est un médium qui est proche de la télévision, mais c'est un langage qui est expérimental souvent. Et bon, on sait comment fonctionnent les télévisions publiques ou privées, là, évidemment. Et il s'est avéré que ça ne s'est pas fait si facilement que ça à une époque. Maintenant, on voit quand même différents phénomènes comme les kinos. Ça, c'est, bon, je suis certainement pas la seule à en parler parce que ça va de soi que c'est une réponse éclatante à une façon de faire aujourd'hui qui est hors système, là, je dirais. Mais il reste que il y a peut-être eu beaucoup de désillusions parce qu'on parle quand même d'un médium qui est un peu lourd quand on commence à avoir besoin d'équipes de production. Donc, ça prend des budgets et si on est en expérimental, ça prend ça prend un système de distribution et c'est sûr qu'une des portes d'entrée, ça aurait été la télévision. Ça l'a été, mais pour des œuvres qui sont peut-être moins expérimentales, ça c'est évident. Mais je pense que c'est comme ça dans tous les domaines artistiques. Il n'y a pas de voie tracée. Ça, c'est évident. Moi, je dis tout le temps aux jeunes à qui je parle, justement, qui se posent la question comment je ferais pour... Il n'y a tellement pas de réponse. Il y a plusieurs voies. Tu peux étudier à l'université en arts médiatiques. Tu peux ne pas étudier et faire tes productions. Maintenant, c'est tellement facile. Et tu peux diffuser sur le web. En fait, maintenant, avec le web, c'est évident qu'on a d'autres façons de diffuser aussi, hors les salles, hors tradition. Donc, je trouve qu'il y a une façon beaucoup plus légère de se développer un territoire pour s'exprimer. Parce que la vidéo, en fait, au départ, hein, c'était un médium simple, léger, peu coûteux pour s'exprimer. Je crois que ça le reste. Mais maintenant, avec Internet et les nouveaux médiums de communication, tout est possible, tout le monde peut s'exprimer. Donc, comment développer une démarche personnelle qui sera reconnue? Ça, vraiment, je pense qu'il n'y a pas de réponse. Il y a pas de réponse. Je pense que... Pardon. Je pense qu'il y a la nécessité de s'impliquer et de s'intégrer dans le milieu culturel peut beaucoup aider. Ça, c'est évident, parce que ça permet de comprendre un peu l'organicité du milieu, comment être diffusé, comment produire, comment travailler aussi, ça c'est évident. Alors, mais de toute façon, honnêtement, tu sais, dans les festivals, parfois il y a des bandes, encore cette année, c'est Philippe Gajan, je pense, qui me parlait, qui est programmateur au Festival du Nouveau Cinéma, qui me disait qu'il avait reçu une bande d'une... Il me semble que c'est une danseuse qui n'a jamais réalisé de vidéo et finalement, elle en a réalisé un. Il l'a choisi la bande. Elle n'en revenait pas. Elle dit, mais j'ai jamais fait ça de la vidéo. Mais c'est pas nécessairement un critère. Parce que justement, parfois, quand on part d'un terreau, ça peut être un terreau fertile, mais vierge de connaissances d'une certaine esthétique vidéographique. Et je crois que maintenant, de toute façon, tout le monde est bombardé d'images, donc on a intérieurement le potentiel pour développer notre esthétique. Je crois que ce qui est intéressant quand même dans l'histoire de la vidéo, c'est que ça fait partie du développement culturel de Montréal, c'est évident, du Québec, là, en général. Mais moi, je trouve que c'est passionnant d'avoir des traces sur un médium d'expression qui est aujourd'hui utilisé de façon tellement démocratique, mais qui ne l'était pas dans les années 70. Alors, qui commençait à l'être, mais maintenant, avec les petites caméras numériques, avec les blogs, avec Internet, avec les projets réseau, moi, c'est sûr que maintenant, c'est beaucoup mon univers également.
C'est sûr qu'on essaie un peu de faire la part des choses et que tout le monde n'a pas nécessairement des choses intéressantes à dire parce qu'ils prennent une caméra, là. Ça, on s'entend là-dessus. Mais ça, de toute façon, c'est le développement d'une parole personnelle et d'une expression artistique. Ça va de soi que tout le monde n'a pas des choses intéressantes à dire et n'a pas la façon esthétique pour le dire. Mais je pense que moi, l'histoire de la vidéo, pour moi, c'est vraiment une pierre angulaire quand même dans le développement des arts au Québec. Et si tu peux la faire, Judith, moi, je trouve que c'est une très belle initiative. Oui. C'est ça, travailler sur l'histoire? Oui, sur l'histoire de la vidéo, travailler sur l'histoire. Ouais. Oui. Faire l'histoire, ça, l'histoire dira si tu l'as fait. Ouais. Mais dans l'histoire de la vidéo, je trouve qu'il faut vraiment voir une multiplicité des tendances artistiques qui est fascinante aussi. Autant les arts visuels, enfin, évidemment, toutes les disciplines, mais beaucoup les arts visuels, le cinéma et actuellement les nouveaux médias prennent quelque chose de la vidéo qui a été développée dans les années 80. Et je pense qu'au Québec, on a beaucoup d'artistes, justement, qui ont cette racine-là, pour le dire comme ça. Et c'est pas pour rien que les arts technologiques sont si développés non plus à Montréal. Je pense que ça, c'est assez exceptionnel aussi, là. Ça, c'est évident. Est-ce qu'on se distingue à ce niveau-là, oui? Oui, je pense qu'au niveau des arts médiatiques, bien moi, j'ai beaucoup voyagé quand même pour le festival et honnêtement, au niveau des arts technologiques, c'est sûr qu'on a des grands succès à Montréal et au Québec, et à Québec, entre autres, mais que les gens à l'international nous envient, et ça fait de Montréal une plaque tournante. C'est évident. Il y a des artistes qui viennent et qui reviennent. Il y a des événements, que ce soit Mutec, évidemment, la SAT, Electra. Oboro est un exemple intéressant. Le Studio XX. Le vidéographe a un lab qui est en développement, là, mais le vidéographe a tellement une longue histoire de vidéos que c'est intéressant qu'il y ait un peu de développement en nouveaux médias également. Et il y a également différents groupes qui sont récents, mais dans cette lignée-là, là, je dirais. Donc, c'est pas indépendant de la richesse de l'histoire des arts médiatiques au Québec, ça, c'est évident. Ça décentralise, il faut dire, Internet. On n'a plus besoin d'avoir un lieu de raccordement comme un centre d'artistes ou un centre de prod ou un lieu physique de rattachement. Il y a des côtés positifs, il y a peut-être des côtés négatifs aussi, mais c'est sûr que on peut dire que ça décentralise, ça délocalise même la production. C'est évident. On peut mettre sur le web nos productions, on a besoin de personnes si on a la connaissance technique pour le faire. Donc, parce que les centres de services, les centres de production, qui sont liés quand même aux équipements, ont eu leur raison d'être, mais ont dû aussi diversifier leurs activités parce que beaucoup d'artistes maintenant ont leurs propres moyens de production. Donc, c'est sûr que ça a changé ça change la dynamique, ça, dans un milieu culturel, c'est évident, ça. Bon, ça fragmente la façon de travailler, je pense, des artistes et des créateurs et des communicateurs. T'en es un exemple avec Matahari, il y a une façon différente de travailler. Mais, et dans ce sens-là, je trouve que faire l'histoire de la vidéo au Québec, c'est aussi nous permettre de se projeter vers l'avenir, en fait. Parce qu'on y est dans l'avenir, mais il y a une part de notre histoire que des jeunes, maintenant, ne connaissent pas nécessairement. Tu vois, moi, je suis comme sur le versant, je n'ai pas connu nécessairement le début des années 80. Vidéographe, c'est les années 70. Donc, il y a plusieurs générations qui ont passé par là. Mais actuellement, toute la gang de Kino, ça, c'est une façon d'appréhender la production, c'est sûr. Mais je pense que les jeunes, maintenant, vont beaucoup plus facilement vers l'infographie, par exemple, et de l'infographie vers une production qui est personnelle. Il y a une façon vraiment différente de se donner des outils d'expression. Les jeux vidéo. C'est ça, de l'infographie, tu t'en vas vers les jeux vidéo, vers les jeux en réseau.
C'est très, très vaste, ça, c'est évident. Mais avec d'autres outils de production. Oui. Oui, c'est ça. Mais le résultat est le même. Je veux dire, ils s'éclatent, ils sont dans une recherche formelle, puis une recherche de sens aussi, mais avec les outils de production actuels, qui sont pas mal nombreux quand même. Ça, c'est évident, oui.